Vous écoutez Tiny Sphere, le podcast de la Tiny House. À chaque épisode, je vous propose de décrypter la Tiny House et de vous apporter des informations concrètes avec des retours d'expérience. Vous écoutez le podcast de la Tiny House, épisode 4. Moins mène souvent à plus. Qu'en dites-vous ? Bonjour et bienvenue, je suis Céline Chatriot, fondatrice de la société Easy Place, spécialisée en projets de micro-habitat et de Tiny House. Je suis ravie de vous recevoir sur le podcast Tiny Sphere, le podcast dédié à la Tiny House. Cela n'a échappé à personne, les Tiny House sont en vogue. Alors, loin de moi de vous faire l'éloge sur les Tiny House, l'idée de ce podcast a été pensée vraiment pour vous faire un retour d'expérience et d'être pratico-pratique. Aujourd'hui, je vous présente Alexandra Godet, qui est coach en rangement. Bonjour Alexandra, ravie de te recevoir sur le podcast Tiny Sphere. Alors, qui dit Tiny House dit petit chez soi. C'est pas toujours facile de coïncider petit espace et atmosphère chaleureuse, mais avant de dévoiler, tu nous dévoiles quelques tips. Est-ce que tu peux tout simplement te présenter, qui tu es et ce que tu fais, Alexandra? Oui, bonjour Céline, merci de me recevoir. Alors, je suis Alexandra, j'ai depuis toujours été la bonne copine, la fille qu'on appelle pour organiser l'anniversaire du petit cousin ou les vacances entre copains. T'es hyper organisée? Je suis hyper organisée. Je suis maman, j'ai une maison, un chien, un mari, des enfants, un travail assez pris. De toute façon, c'est maman. Maman égale organisée, déjà. Normalement, oui. Et du coup, j'ai toujours eu à cœur de développer des méthodes, des techniques pour optimiser mon temps. Je déteste perdre mon temps, j'aime bien être efficace. Par ailleurs, j'ai travaillé plus de 15 ans dans le marketing événementiel. Et quand j'ai découvert ce métier d'expert en rangement, coach en rangement, aux États-Unis, on appelle ça le home organizing. Je me suis dit, mais en fait, c'est une évidence. Et il y a 2 ans, j'ai osé. Donc, j'ai enfin créé ma société. C'est fait pour moi. Je me suis dit, c'est fait pour moi. Mais tu as découvert comment cette métier ? Très simplement, j'ai découvert ce métier sur Internet. En regardant, j'étais rendue à un moment de ma vie, un espèce de tournant. Les 35 ans étaient passés. Je me suis dit, j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'être indépendante, de faire ce que j'ai envie de faire, vraiment. Et j'ai un petit peu regardé sur Internet et j'ai découvert ce métier qui est atypique. Et ça, j'adore. J'aime bien les choses qui sortent un petit peu des sentiers battus. Donc, j'ai osé 2 fois plus en me lançant déjà moi et en lançant un métier qui est méconnu encore en France. Oui, donc tu es un peu précurseur. C'est vrai que moi je connais Marie Kondo, beaucoup connaissent Marie Kondo. C'est un peu la même chose, mais de façon plus élargie ou... Oui, c'est un petit peu la même chose. On travaille dans les mêmes sphères, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de désencombrer, de faire du tri et de ranger de manière simple, logique. Sauf que moi, je vais être un peu moins extrémiste que Marie Kondo est juste un peu plus pragmatique et logique. D'accord. Je vais moins pousser mes clients à se débarrasser des vêtements. Si ça lui fait plaisir de l'avoir, qu'il le garde. Voilà. D'accord. Moins formel. Mais c'est un peu ça. Et donc, du coup, en quoi l'organisation des espaces peut contribuer au bien-être et au bonheur ? Moi, j'ai ma petite idée, mais j'ai envie que ça vienne vraiment d'une experte. Oui, selon moi, et après 2 ans aujourd'hui d'expérience, je peux dire que vider son domicile, c'est aussi vider sa tête. Clairement. On fait un grand ménage et ça fait vraiment du bien. Se désencombrer, se délester, c'est s'alléger, ce qu'on appelle, on en parle beaucoup, de la charge mentale. D'accord. Clairement. En enlevant des choses inutiles, on se rend compte que ça fait du bien. Il y a plus de place dans les placards, on s'y retrouve mieux, c'est plus simple pour faire le ménage. C'est un peu une thérapie par le vide. Mon métier, qui est très pratico-pratique, se révèle être un facilitateur de quotidien et apporter un vrai bien-être au quotidien. Alors, du coup, forcément, moi, ça fait résonance. Qui dit charge mentale, forcément, ça parle à beaucoup de femmes aussi. Faut dire les choses avec en gérant vie pro, vie perso. Moi, je vais courir, mais tu me dis qu'il faut que je fasse du vide dans la maison et ça fait le même bénéfice, quoi. Quasiment. D'accord. Okay, L'objectif sera différent, mais le bénéfice sera aussi bien. C'est comme quand, tu sais, le samedi, tu te prends en main, tu dis, allez, je fais un grand ménage. T'es hyper contente, tu vois ton intérieur nickel, tu te poses dans le canapé. Qu'est-ce que t'es bien. T'as ce sentiment. Oui, tu dis, ça sent bon, c'est propre, tout est rangé à sa place. Bon, les enfants déboulent. Mais sur le coup, voilà, tu respires. Et c'est vraiment ce sentiment que je transmets à mes clients. Alors, de mon côté, moi, les raisons qui poussent mes clients à penser plus petit,
sont les suivantes. C'est forcément les accidents de la vie, perte de boulot, perte financière, séparation, divorce, mais aussi le couple. Ses enfants grandissent, mais se retrouvent dans une grande baraque. Les enfants sont plus là, on est tous les deux. Une grande maison à chauffer. Il y a aussi anticiper le grand âge. J'ai une grande maison, j'ai des escaliers, faut l'entretenir, ainsi de suite. Le besoin aussi, alors ça c'est post-Covid, se retrouver dans un environnement plus verdoyant, en se disant je préfère avoir vraiment une pièce à part qui est le jardin, c'est ça que je voudrais. En plus, à la place d'avoir, 2 chambres, je préfère avoir un plus grand jardin. Et tes clients, par exemple, toi, ça ressemble au mien? Oui, complètement. Les clients qui font appel à moi, de toute façon, c'est pour entamer un changement de vie, partir sur un nouveau projet. La particularité des personnes qui vont déménager dans un micro-habitat ou dans une tiny house, ça va être la partie en amont, préparatoire, et se préparer à un gros désencombrement et à faire un gros tri. Et c'est là qu'on va pouvoir accompagner les personnes en sélectionnant uniquement ce dont ils vont avoir besoin et en se débarrassant de tout le reste. Ça a l'air très facile comme ça. Ah non, j'imagine. Mais d'ailleurs, est-ce que tu peux nous partager quelques conseils pour entamer cette démarche, pour vivre avec moins, quoi? Alors, le premier conseil, c'est de s'y prendre vraiment en amont. Dès que le projet Tiny House devient un petit peu concret, que vous commencez à travailler avec le constructeur, pensez désencombrement. Voilà, il faut vraiment commencer le plus tôt possible. C'est très long. Mettre en vente, faire appel parfois à un commissaire-priseur. Tout ça, c'est des démarches qui sont très longues. Faire du tri. Ouvrir, faire des choix, se replonger dans les souvenirs, ça nécessite vraiment beaucoup de temps. Donc plus on s'y prend tôt, plus on sera prêt le jour J, le jour où la tiny ou le micro-habitat sera habitable. Alors, effectivement, ça prend quand même pas mal de temps. Donc déjà avec une vie professionnelle active, et le faire seul, c'est pas forcément évident. C'est là que toi tu peux intervenir pour Absolument, c'est là, Céline, que moi je vais me positionner en fait comme toi. Tu le fais pour tes clients. Je vais me positionner comme une vraie chef de projet. Je vais prendre les choses en main et je vais organiser le tri et le désencombrement. Faire appel à des antiquaires, des brocanteurs, mettre en place des systèmes de vente sur des plateformes bien connues, Le Bon Coin. On va aussi pouvoir donner via aussi des plateformes, Give, ou alors à des associations locales, des ressourceries, ou favoriser la transmission. Si c'est des personnes âgées en prévision de leur grand âge, c'est peut-être aussi le moment de transmettre certains objets à la famille, aux enfants, aux petits-enfants. D'accord. Et alors, c'est vrai que moi, mon cœur de métier, c'est le micro-habitat. Quand on est dans la phase de constructeur, on aborde forcément le côté design, esthétique. Comment est-ce qu'il y a des solutions d'organisation pour optimiser dans ces espaces restreints? Même si on se sent pas à l'étroit, il faut dire les choses. Tout est fait aujourd'hui pour pas se sentir à l'étroit et les constructeurs savent faire. Mais j'imagine que toi, tu dois amener aussi des conseils. Est-ce que tu peux nous les partager? Absolument. Alors, je suis pas architecte d'intérieur ni designer, mais par contre, je suis très pratique. Donc, avec mes clients, on va pouvoir faire un diagnostic de ce qu'ils aiment faire, leur hobby. Si j'ai un client qui me dit, moi, j'adore cuisiner, mais je suis un peu angoissée parce que dans la tiny, c'est vraiment tout petit, on va faire un point sur tous les objets. Tous ces ustensiles qui lui seront utiles et on va transmettre ces informations au constructeur. Et de là, le constructeur va pouvoir dessiner la cuisine qui s'adaptera à ces objets et non pas l'inverse. C'est pas arriver dans la tiny, on dit « Ah oui, mais là, je peux pas mettre mon robot, c'est quand même dommage ». Donc, c'est vraiment ce travail en amont de quantifier, de catégoriser les objets dont vous avez vraiment besoin, qui vous font vraiment plaisir et qui seront vraiment utiles, et de transposer ça au constructeur pour que la tiny s'adapte à ce que vous aimez faire, à vos passions. Ça me parle parce que j'ai le cas avec un exemple vraiment très concret où madame me dit mais moi j'adore recevoir. Donc je veux bien vivre dans plus petit parce que ma maison est bien trop grande et maintenant on se retrouve qu'à 2. Par contre, j'aime recevoir quand il y a mes enfants, mes petits-enfants. Et là, l'idée c'était de créer en fait sur un terrain, d'avoir leur habitat et d'avoir une serre qui lui sert également pour faire ses activités manuelles et qui est un peu la salle de réception. Alors, c'est super beau parce que le terrain, il y a un écrin de verdure qui est magnifique. Donc, de jour, le soir, quand c'est éclairé, on a l'impression d'être à l'intérieur du jardin et ça reste quand même chauffé, quoi. Alors oui, bien évidemment, c'est une serre, mais l'été, il y a des produits aujourd'hui qui sont exceptionnels. Et à côté de ça, elle a prévu des petits logements, des petits pods pour recevoir ses enfants. Et en plus, ils sont dans leur petite bulle.
Voilà, ils n'ont pas de bruit, tout ça, c'est vraiment un petit cocon. Donc, Ouais, c'est un bon exemple de vraiment parler de soi. Soit à moi, soit à toi, soit au constructeur, de son projet et de ce qu'on aime faire. Parce que certes, on va perdre en place, mais on n'a pas envie de perdre nos passions et en qualité de vie. Et c'est vraiment important. Il y a des solutions qui existent, soit dans l'aménagement ou dans des techniques de rangement optimisées, soit effectivement, comme ce que tu parles, vraiment d'adapter l'environnement. L'environnement. Ouais, c'est ça. Après, il y a le rapport aussi à l'objet. Oui. Ça, c'est un sujet également. Il y en a qui sont très bibelots. Ouais. Ça, c'est compliqué. Il y en a qui ont des passions aussi. J'en ai un, c'était un passion de vinyle. Il avait des vinyles. Ouais. Alors, comment tu fais là? Ouais, c'est ça. On a pas mal de collectionneurs. Alors, en général, quand il y a le projet de Tiny qui est présent ou de micro-habitat, on a déjà passé, enfin, il y a déjà la prise de conscience est déjà là. On sait qu'on va devoir faire un gros tri. Mais entre le savoir et passer à l'action, c'est là que moi, j'entre en action. On va essayer de trouver des solutions, des outils pour essayer de détourner un petit peu l'attention. L'attachement aux objets, c'est très personnel. Quelque chose qui va me sembler à moi important va te sembler à toi peu important. Et ça se joue aussi dans la transmission. Je me souviens d'une cliente qui avait une veste d'université américaine. Elle avait fait 2-3 années d'études là-bas. Sauf que cette veste n'était pas du tout à sa taille, elle était dans le fond de son placard. Mais quand on a fait le gros tri, elle me dit « Alexandra, je suis incapable de m'en séparer. Je l'aime trop. » En même temps, moi, je voyais la taille de la veste, je me disais ça me rajoute ça en plus dans une tiny, tu vois, on est au centimètre près, quoi. Donc, ça m'a embêtée. Et du coup, j'ai trouvé la solution en trouvant une couturière qui, de cette veste, a pu en faire 2 trousses. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ma cliente, son objet doudou, sa veste qui était au fond de sa penderie, elle s'en sert tous les jours. Elle a une trousse de beauté maquillage qui a été plastifiée et elle a une petite trousse qui a été faite avec le logo. Ah, bien vu, bien ouais. vu. Et du coup, on arrive à trouver des solutions comme ça. Alors oui, donc il y a des collectionneurs, on vient de parler des vinyles, mais après il y a ce qu'on récupère. Moi, par exemple, tous les albums photos où il y a grand-mère tiens, maman qui me dit bah tiens, je passe les albums photos. Ouais. On commence à avoir pas mal d'albums là. Ouais, aujourd'hui, on en fait moins nous, mais il y a l'affect, c'est compliqué, faut pas les jeter quoi. Ben non, c'est compliqué et pourtant ça représente une masse de documents extrêmement importante. Parfois 3, 4, 5 cartons, des caisses entières, c'est très lourd, c'est pas manipulable. Et en même temps, oui, t'as raison, on peut pas s'en séparer. Enfin, c'est un crève-cœur. Donc l'idée, c'est soit de le transmettre à quelqu'un d'autre, mais bon, tu vas surcharger quelqu'un et c'est quand même dommage. Mais on arrive toujours à trouver des solutions. Moi, ça m'arrive de numériser toutes les photos. Donc ça prend un petit peu de temps, mais il y a des professionnels maintenant qui sont adaptés à ce genre de pratique. On numérise et j'ai une cliente, on a numérisé 4 cartons comme ça de photos. Et aujourd'hui, elle a juste un cadre numérique dans sa tiny et c'est trop bien parce que elle voit toutes les photos de ses grands-parents, de ses parents qui défilent et elle peut facilement partager ses souvenirs avec sa fille. Et ça, c'est chouette. Et je me dis, il faudrait que je le fasse pour moi. Moi qui ai de la place, j'ai 3 cartons dans mon grenier, je me dis, il faut vraiment que je le fasse. Oui, mais en plus, du coup, tu les consultes plus régulièrement, ces photos, oui, qu'elles restent dans un carton. Et ça favorise l'échange avec les autres. C'est tout aussi l'intérêt de changer d'habitat et du micro-habitat, de la tiny house. C'est aussi c'est provoquer. cassé, bien voilà, sûr. C'est ça. Nous, moi, les clients, c'est ça, c'est dire, je veux vraiment faire un grand changement et je veux plus vivre comme moi j'ai vécu et souvent dans une maison un peu encombrée, trop grande. Alexandra, c'est vrai que c'est passionnant ton métier et c'est vrai que tu dois en voir quand même chaque jour. Mais pour revenir sur l'organisation, quels sont tes conseils? Comment tu fais? Alors d'abord, on trie, on désencombre et la 3e phase qui va être hyper importante dans les projets Tiny Micro-Habitat, ça va être de catégoriser. Et pour ça, j'utilise des boîtes. Qu'elles soient en bois, en bambou, mais aussi simplement en réutilisant des boîtes à chaussures. Moi, j'aime bien utiliser des choses un peu anciennes. Enfin voilà, le mode recyclage, c'est OK pour moi. Chaque boîte, bien sûr étiquetée, va pouvoir contenir un certain nombre d'objets. Et je dis contenir dans le sens maintenir, c'est-à-dire que le jour où la boîte déborde, c'est qu'il y en a trop et il faut refaire un tri. En Tiny, c'est vraiment crucial. Utiliser des boîtes de rangement étiquetées, ça va être la clé de tout. On est souvent plusieurs utilisateurs. Ça nous permet de bien choisir la bonne boîte avec la bonne catégorie d'objets.
Voilà. Donc tu vas avoir concrètement une boîte pour les câbles électriques, une boîte pour tes chaussettes, Absolument. une boîte c'est pour ça, les en fait lingettes, oui, une boîte pour tout, pour les produits de beauté, etc. Oui, absolument. Et puis cette boîte, on va surtout la placer au bon endroit. Ça sert à rien d'avoir une boîte au fond sous ton lit si c'est quelque chose que tu utilises tous les jours. Donc il va vraiment falloir réfléchir à comment vous utilisez vos objets au quotidien. L'usage, voilà, d'accord. quel usage. Et pour ça, je travaille avec un cercle d'utilité où je réfléchis avec mon client, ça, est-ce qu'on s'en sert tous les jours? Oui, à portée de main. J'ai juste ça à faire. D'accord. Je m'en sers une fois par semaine. Ok, bon bah là, à portée de bras. Je peux faire un petit effort quand même. Il faut penser que le cerveau est feignant. Et ça, je m'en sers vraiment très ponctuellement. Donc ça, à portée de pas. Je vais pouvoir faire plusieurs pas ou monter, descendre quelque chose, m'accroupir pour aller chercher cet objet. Et s'il me dit, non, mais ça, c'est pire que... Enfin, c'est même pas une fois par an. Ça sort. Ça n'a rien à faire en tiny. Voilà. Donc, on parle, là, c'est vrai qu'on évoque la maison et tout ça, mais on a tous en tête des endroits professionnels. Je pense aux médecins, quand on arrive chez le médecin, où là, on se sent dans un univers des fois encombré, avec du papier partout. Tu interviens également du côté professionnel? Oui, absolument. En général, des indépendants, des petits cabinets, beaucoup en libéraux. Effectivement, ça peut m'arriver d'intervenir. Et il y a pas mal de pros d'ailleurs qui montent leur cabinet dans des tiny, dans le fond de leur jardin ou sur des terrains, il me semble. Et c'est vrai que je rebondis, il y a énormément de professions libérales, entre autres, des psychologues, qui c'est que j'ai accompagné aussi, orthophonistes, qui recherchent parce que la tiny c'est un petit habitat et souvent des locaux professionnels de petite taille sont difficiles à trouver ou alors très onéreux. Donc ils essayent de se rabattre et ils se disent attends, j'ai un foncier, j'ai mon terrain, j'ai ma maison, pourquoi je mettrais pas une tiny house sur mon terrain? Et en plus, je suis dans un environnement saturbois, un petit cocon, donc avec un confort acoustique, un confort thermique, et j'en passe. Comment les retours de tes clients aujourd'hui? Alors c'est vrai que tu as dit ça fait 2 ans, mais je pense que tu as déjà quelques retours de tes clients. Oui, j'ai déjà les retours à chaque fois à chaud de mes clients. En général, c'est un vrai projet. Alors passer en tiny ou en micro-habitat, c'est un projet en soi, mais travailler avec moi, c'est une expérience aussi en soi. On se replonge dans les souvenirs, on fait des choix, on prend des décisions. C'est sportif, mais dans la plupart des cas, je dirais même presque à 100% des cas, ça fait du bien. On se libère, on sait exactement ce qu'on a, on sait exactement où c'est rangé, on sait exactement ce qu'on a fait de nos affaires, on sait qu'on n'a plus rien à traîner, tout a été réglé et c'est un vrai bonheur. On se rend compte qu'avec moins de choses, on vit tout aussi bien, on est même plus heureux, c'est plus facile dans notre quotidien. On s'allège quoi. On s'allège complètement. C'est ça. Et comment on peut encourager auprès de toutes celles et ceux qui nous écoutent là, ce podcast, avoir une approche minimaliste, par où commencer ou comment déclencher ça, parce que les résultats ils sont là. De toute façon, à un moment donné, il faut se lancer quoi. À un moment donné, il faut se lancer. Mais c'est vrai que parfois, la masse, la quantité d'objets qu'il faut trier et peut sembler... ça peut ressembler à une montagne qu'on n'arrivera jamais à gravir finalement. Donc, il faut vraiment être très méthodique. On va commencer donc bien en amont du projet de déménagement en faisant du tri, pièce par pièce. On y va vraiment progressivement. Si on commence un peu à droite à gauche à picorer, c'est fini. Donc vraiment, méthodologie, tenir un planning et s'y tenir et en parallèle mener son projet effectivement de tiny. Et puis si vraiment on a des difficultés ou si on sent que c'est trop dur parce qu'on a notre vie quotidienne, il y a des professionnels comme moi qui sont là pour coordonner aussi votre projet sur cette partie-là. Tu voulais dire un petit mot sur Marie Kondo? D'autres livres que tu aurais peut-être à nous suggérer? Tu m'as demandé, c'est vrai, en préparant cette émission des livres, c'est vrai qu'on peut pas échapper à la magie du rangement de Marie Kondo. Ça va rester la papesse du rangement. Moi, je vous conseille vraiment dans cette partie d'ouvrage de vous arrêter sur les méthodes de pliage. Voilà. Sur la partie se délester, c'est peut-être plus compliqué. La philosophie, il faut pouvoir l'accepter. Mais par contre, elle a plein de techniques de pliage qui sont top. Elle a un site internet qui est super bien fait. Et sinon, je vous invite aussi à lire le livre d'Ikedo Yamashita. C'est une japonaise aussi, parce que finalement, ces pratiques-là, ça nous vient du Japon. Bah oui, ils sont forts. Ils sont très forts. Et du coup, elle se présente vraiment comme une consultante du désordre. Donc, elle prend le contre-pied de Marie Kondo.
Et elle a fait une méthode qui s'appelle le Danshari. Et c'est une philosophie de vie, mais sur vraiment le désencombrement. Donc, qui est assez pertinent en fait pour les personnes qui ont des projets de vivre en micro ou en tiny house. Donc c'est une méthodologie que tu es en capacité de transmettre à tes clients et les accompagner Complètement. C'est vraiment les étapes, les démarches, pourquoi se détacher des objets, et c'est surtout ce que je t'expliquais, trouver une autre vie aux souvenirs qui nous sont proches. Ça, c'est hyper important. Merci Alexandra, j'ai passé un agréable moment avec toi et puis je me sens déjà plus légère. Merci Céline. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, j'ai passé un agréable moment avec Alexandra. Pas mal de sujets vraiment intéressants. Donc, c'est la société By Pauline, le réseau qui range votre quotidien. Ils sont déjà 7 en France. Et à mon avis, ils vont se développer parce qu'il y a vraiment un fort besoin. Toujours à vouloir plus, à acheter plus. Et maintenant, ça commence à changer. Une petite citation pour finaliser le podcast, qui devient maintenant une tradition, Alexandra. Ce n'est pas parce qu'une cuisine est grande qu'on y cuisine mieux. Tu es d'accord ? C'est tout à fait vrai. Voilà. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet de micro-habitat Tiny House. Il y a le système donc d'une consultation en ligne. Vous allez sur mon site internet easyplace.fr et vous réservez votre consultation. C'est 90 € de l'heure. Ça vous permet d'avoir un retour, donc bénéficier de mon expérience, vous dire tout de suite votre projet est viable ou pas viable. Vous avez les grandes lignes et après, bien évidemment, ça sera déduit s'il y a d'autres prestations qui suivent. Voilà, merci et à bientôt.